Au printemps de 2023, un petit incendie de forêt près du minuscule village de Holmsveden, dans le centre de la Suède, attira l'attention des services d'urgence locaux. Ce qui semblait être un incident naturel ordinaire mena à une découverte qui secoua tout le pays. Entre l'herbe brûlée et les troncs carbonisés, les pompiers remarquèrent par hasard quelque chose d'étrange. Des planches brûlées, habilement cachées, sous une motte de gazon. En dessous se révéla ce qui fut plus tard officiellement désigné comme Jordkellar, une vieille cave de terre, grossièrement creusée dans la terre et renforcée avec des troncs de 3 mètres sur 2 et un peu plus de 2 mètres de profondeur. Lorsque le feu fut complètement éteint et la zone libérée de la fumée, la première équipe d'intervention descendit. Après seulement quelques minutes, il devint clair. Cette vieille cave abandonnée ne conservait pas seulement des ustensiles oubliés des fermiers locaux. Ici, entre la saleté et la suie, des restes humains furent découverts sur le sol humide. Les premiers jours d'enquête apportèrent des résultats incroyables. Les techniciens criminalistiques qui examinèrent le Jordkellar documentèrent officiellement la découverte de 42 crânes brûlés. Certains d'entre eux étaient partiellement endommagés par le feu, d'autres presque complètement intacts, préservés sous une couche de terre. À côté, gisaient plusieurs paires de bottes brûlées de différentes tailles. Sur certaines, des fragments de cuir à peine visibles étaient conservés. Ici, l'enquête rencontra pour la première fois une difficulté sérieuse. À l'intérieur des chaussures et sur des pièces individuelles de cuir, des étiquettes de cuir avec des initiales étaient en conservées. Mais les noms complets des propriétaires de nombreux objets ne purent être déterminés. Certaines initiales ne correspondaient à aucun nom sur les listes des personnes officiellement disparues. L'examen médico-légal dans le Jordkellar révéla également des preuves plus concrètes. À l'intérieur du couvercle d'un panneau de bois, les techniciens criminalistiques trouvèrent un fragment d'une chaîne d'une tronçonneuse Husqvarna Forestry, dont le marquage indiquait une série de l'année 1976. C'était un détail important. Il y avait très peu de propriétaires de telles chaînes dans la région. Le cercle des suspects se rétrécit immédiatement à quelques personnes. Sur le même couvercle se trouvait une empreinte de bottes claires, taille 43, vraisemblablement une chaussure d'homme. C'était le seul indice vraiment clair qui menait au présumé coupable ou possiblement à un témoin des événements. Dès la phase initiale des enquêtes, il devint clair que l'investigation faisait face à une tâche incroyablement complexe. Les premiers soupçons se dirigèrent vers les braconniers locaux, connus dans la région comme les élans. Un groupe de braconniers qui sévissait dans les forêts autour du village de Holmsveden depuis le milieu des années 70 avait mauvaise réputation. Ils n'étaient pas seulement soupçonnés de chasse illégale, mais aussi de menaces régulières contre les résidents qui interféraient avec leurs activités. Cette version semblait réaliste et logique. Les élans avaient accès à l'équipement nécessaire, y compris les tronçonneuses. Mais presque simultanément surgit une autre version qui ne semblait pas moins convaincante. En l'année 1978, quand les premiers cas de disparition furent enregistrés dans cette région, le père de l'un des premiers enfants disparus attira l'attention des enquêteurs. Émile, un garçon de 7 ans, qui disparut en Petsmosen, juillet 1978, près du ruisseau Sørgården. Un homme nommé Gunnar fut longtemps dans le viseur de la police. Certains villageois mentionnèrent dans leurs déclarations qu'il se comportait étrangement, évitait le contact avec les autres et devenait agressif quand il s'agissait de son fils. La version sur Gunnar reçut un soutien inattendu après que les enquêteurs trouvèrent un vieux film amateur en format 8 mm tourné par des résidents durant l'été 1978. Sur les enregistrements du court film, le même Gunnar était clairement reconnaissable, debout près du ruisseau et expliquant apparemment quelque chose à 2 silhouettes plus petites dont les visages n'étaient pas reconnaissables. Le film se coupa soudainement, comme si le caméraman avait intentionnellement arrêté l'enregistrement. L'enregistrement était flou, mais suffisant pour conclure. L'homme essayait évidemment de mener ceux à qui il parlait plus profondément dans la forêt. Pendant presque 2 semaines, l'enquête suivit cette version. Mais elle s'avéra fausse.
Il se révéla que sur le film, on ne voyait pas ceux qui étaient considérés comme disparus. Les noms des personnes sur les enregistrements furent dates confirmées par leurs parents vivant dans le village. Gunnar fut hors de soupçon. Mais un temps précieux fut perdu. Et les enquêtes firent à nouveau face à un mur d'inconnus. Un mois après le début des enquêtes, quand il semblait que l'investigation était dans une impasse, fut trouvé non loin du Jordkellar, presque complètement caché dans les hautes herbes, un petit carnet usé. Sur ses pages trempées par la pluie, les enquêteurs ne purent déchiffrer qu'une seule ligne, écrite d'une écriture étrangère et hâtive, pour que les esprits de la forêt se taisent. La note déclencha immédiatement une nouvelle vague de spéculations. Mais l'auteur de ces mots resta inconnu pour le moment. Ainsi se termina la première phase des enquêtes. Mais ce fut précisément cette note étrange et sinistre qui devint le pont vers les prochaines découvertes. Une chose était claire. La personne qui avait écrit cela en savait beaucoup plus que les autres. Et peut-être était-ce exactement cette personne qui possédait la clé de tous les secrets qui avaient co-gardé le silence pendant plus de 40 ans. Maintenant, l'enquête se préparait pour une phase complètement nouvelle, dans laquelle il fallait retourner dans le passé et examiner soigneusement chaque détail de ce qui s'était passé une fois de plus, y compris la chaîne de tronçonneuse, l'empreinte de chaussures et ce journal étrange. La vérité était proche, mais personne ne pouvait la voir jusqu'au bout. Le 20 juillet 1978, un jour après les premiers cas de disparition dans la forêt près de Holmsveden, les résidents se rassemblèrent sur le parking Lappkullen. Les enquêteurs interrogèrent les témoins possibles et ceux qui avaient vu les disparus en dernier. Åke Lundgren, le père d'Emil disparu, se comporta étonnamment calmement. Dans son comportement, il n'y avait pas de panique. Il parle avec assurance et brièvement. Ils jouent quelque part. Ils reviendront. Où peuvent-ils aller ? Un tel calme irritait et troublait à la fois. Une personne ne pouvait pas être si sang-froid dans une telle situation. Les enquêteurs se regardèrent et notèrent silencieusement chacun de ses mots, chacun de ses gestes. Quelque chose n'allait évidemment pas ici. En conversation avec la police, Åke expliqua clairement son alibi. Selon ses mots, le 19 juillet dans l'après-midi, environ une demi-heure avant la disparition, il cueillait des baies à environ 1 kilomètre au nord du camp, non loin du lit du ruisseau Sørgården. Une vérification de l'itinéraire confirma que le trajet n'aurait pas pris plus de 15 minutes. Temps et distance correspondaient. Mais un point important qui attira l'attention des criminologues, le vieux sac à dos usé de Lundgren était attaché avec un nœud spécial, connu parmi les locaux comme boucle de pêcheur. Exactement le même nœud fut utilisé sur un morceau de corde découvert 45 ans plus tard dans le Jordkellar. En soi, ce fait était faible, mais exactement de tels détails pouvaient indiquer quelque chose de plus sérieux. À la question évidente de la police sur pourquoi Åke n'avait pas entendu de cris ou de bruit pendant la disparition, l'homme répondit à nouveau de manière absolument calme et simple. Le ruisseau Sørgården gronde particulièrement fort en été. Les enfants étaient repartis un peu en avant. Assez explicable et apparemment logique, mais les enquêteurs se regardèrent avec méfiance. Le grondement du ruisseau pouvait-il être si fort qu'il couvre complètement les voies ? La question resta ouverte. Mais Åke regarda les enquêteurs avec assurance dans les yeux, comme s'il était prêt à répéter cela 1000 fois. Le soir du même jour, la police, après avoir obtenu le mandat de perquisition numéro 487 du 20 juillet 1978 pour le garage et la maison de Lundgren, se rendit à sa résidence à la périphérie du village. La perquisition des locaux apporta un résultat inattendu. Le garage, recouvert de planches et sentant l'humidité et l'huile de machine, était littéralement parsemé de trophées de chasse. Bois de cerf, peaux séchées et crânes d'animaux qui se tenaient sur des étagères et pendaient au mur. Sur la table se trouvait un ensemble de couteaux de boucherie. Sur les étagères à côté gisaient soigneusement des équipements de pêche rouillés et des filets de pêche avec les mêmes nœuds. À première vue, la chambre d'un homme aux inclinations étranges. Les enquêteurs échangèrent même des regards tendus.
Mais la vérification du permis de chasse et l'interrogatoire des voisins dissipèrent rapidement les doutes. Hawke était un chasseur et pêcheur connu dans la région qui collectionnait des trophées depuis sa jeunesse. La fausse piste fut immédiatement écartée. C'était simplement la chambre d'un homme obsédé par son passe-temps. Tard dans la soirée du 20 juillet, la police reçut des informations d'un touriste qui se trouvait par hasard sur le parking de l'Apkulen la veille exactement à 17h. Ce témoin, Hans Eriksson, déclara avec certitude. Il avait personnellement vu Åke Lundgren se promener sur le parking à l'heure indiquée en demandant aux passants s'ils avaient vu les 2 garçons disparus. Cette déclaration contredisait l'alibi de Lundgren, qui prétendait être encore en train de cueillir des baies à ce moment-là, 1 kilomètre au nord du parking. Cette contradiction temporelle évidente rendit les enquêteurs très méfiants. Quelqu'un cachait évidemment quelque chose. Soit le touriste s'était trompé sur l'heure, soit Åke lui-même ne disait pas toute la vérité. Les enquêtes continuèrent. La déclaration du touriste amena la police à vérifier à nouveau l'itinéraire de Lundgren. Il voulait mesurer soigneusement le temps et la distance pour comprendre s'il était possible d'être dans 2 endroits presque simultanément au bon moment. La prochaine étape des enquêtes devait soit exclure définitivement le suspect du cercle des suspects, soit le consolider comme figure clé. Au printemps de 1993, le village de Holmsveden redevint le centre d'attention des enquêteurs. Le 2 mai, vers 3h du matin, Elsa Karlsdottir disparut. À première vue, les circonstances semblaient complètement inexplicables. La chambre de la fille était vide, la fenêtre était entr'ouverte, et dans la cour furent découvertes des traces de pieds nus à peine visibles. La famille se comportait de manière méfiante et étrange, évitait les regards directs des enquêteurs et échangeait constamment des regards entre eux. Il était évident qu'ils cachaient quelque chose, mais la police ne comprenait pas encore quoi exactement. Quelques heures après le début de la recherche, il devint clair qu'il y avait une autre énigme dans cette affaire. À l'aube, les enquêteurs examinèrent soigneusement le terrain autour de la maison. La terre humide avait conservé des traces de pieds nus qui menaient vers la forêt dense au nord-ouest, en direction d'une cabane de chasse abandonnée que personne n'utilisait depuis longtemps. Le chemin était clair et confiant, comme si Elsa savait exactement où elle allait. Cependant, personne parmi les habitants ne pouvait se souvenir que la fille ait jamais visité cet endroit auparavant. Le frère aîné d'Elsa, David Karlsdottir, âgé de 17 ans, informa la police avec une inquiétude notable dans la voix qu'il avait été réveillé dans la nuit par une agitation inexplicable et avait vu à la fenêtre le faible scintillement d'une lanterne distante au fond de la forêt. Quand les enquêteurs demandèrent pourquoi il n'en avait parlé à personne immédiatement, David répondit de manière évasive et se tut, baissant les yeux vers le sol. Les parents ne furent pas non plus complètement ouverts et ajoutèrent seulement à voix basse qu'Elsa était parfois étrange. La nuit, plus tard, l'enquête découvrit que la famille avait longtemps caché un détail important. Elsa souffrait de somnambulisme, sortait régulièrement de la maison la nuit et se déplaçait sans en être consciente. La question clé des enquêtes était de savoir si Elsa pouvait marcher si loin dans la forêt la nuit sans se réveiller. La distance jusqu'à la cabane était de près de 3 kilomètres. La température de l'air descendait la nuit à plus 6 degrés Celsius et le terrain était impraticable et difficile à traverser. Les experts furent d'accord. La probabilité que la fille puisse parcourir un tel chemin dans un état inconscient et rester indemne était extrêmement faible. Cependant, la famille continua d'insister qu'Elsa aurait pu partir exactement ainsi. Ils persistaient à dire que les épisodes de somnambulisme se produisaient régulièrement chez elle, et les parents étaient sûrs que ce n'était qu'un autre cas. Les enquêteurs enregistrèrent ces déclarations, mais restèrent convaincus qu'il y avait plus en jeu ici. Le même jour, vers midi, un groupe de recherche découvrit sur la rive d'un ruisseau local un manteau connu de nombreux habitants qui appartenait au frère aîné, David. Le manteau était près de l'eau, soigneusement plié, comme si quelqu'un l'avait consciemment laissé dans un endroit bien visible. À première vue, cela semblait suspect. Pourquoi le manteau était-il ici et pourquoi avait-il été enlevé dans la forêt?
La police revint brièvement à la version selon laquelle David pourrait cacher quelque chose d'important ou même être impliqué dans la disparition d'Elsa. Cependant, quand David fut convoqué pour un nouvel interrogatoire, il expliqua calmement qu'il avait laissé le manteau sur la rive la veille quand il était allé pêcher avec des amis. Les témoins confirmèrent ses paroles et décrivirent en détail les événements de la veille. Le manteau s'avéra ne pas être une pièce à conviction, mais une coïncidence qui détourna les enquêtes pendant quelques heures. La version avec le frère fut mise de côté, mais pas définitivement fermée. La recherche continua vers le soir du même jour. Un maître chien avec un chien pisteur se déplaçait lentement et concentrément, prêtant attention soigneusement à la réaction de l'animal. Le chien suivit avec confiance les traces d'Elsa et mena le groupe obstinément vers cette cabane de chasse abandonnée, vers laquelle menaient les étranges traces de pieds nus. Quand le groupe d'enquête atteignit finalement la cabane, tous se figèrent, frappés par la soudaine compréhension. C'était exactement la même cabane dont les enquêteurs savaient déjà par les documents de la lointaine année 1978. Exactement ici, 15 ans auparavant, on avait déjà cherché des disparus. La cabane avait l'air abandonnée depuis longtemps. Peinture écaillée, planches pourries, couverte de mousse et une porte de travers. De l'extérieur, rien n'indiquait la présence de quelqu'un à l'intérieur, mais le chien tirait obstinément sur la laisse vers la porte fermée. L'enquêteur toucha prudemment la poignée, ouvrit la porte d'un petit écarté-léman et regarda à l'intérieur. À l'intérieur, la cabane était vide. Seulement sur le sol, on voyait des traces fraîches de boue, comme si quelqu'un était récemment passé par ici. D'ici, on sentait clairement l'humidité, mais aucune trace d'Elsa ne fut trouvée à l'intérieur. Maintenant, il devint clair aux enquêteurs que exactement cette cabane abandonnée était le point clé dans le cas des disparus. Les policiers contactèrent les archives locales et demandèrent les matériaux de l'ancienne affaire de 1978 pour découvrir qui avait vécu dans cette cabane il y a 20 ans et ce qui reliait cet endroit au nouveau cas de Disparitions. Devant eux s'étendait un long chemin. La police devait relier deux énigmes séparées par 15 ans pour comprendre qui et pourquoi retournait à cet endroit oublié de tous. Jusqu'à présent, les enquêteurs n'avaient que d'étranges coïncidences, des traces de pieds nus, la maladie cachée de la fille et une lanterne inconnue dans la nuit entre leurs mains. Mais maintenant, il leur était clair que dans cette cabane était caché un secret important qui pourrait éclairer les événements du passé lointain et du présent le plus récent. Le 16 juin 2005 apparut soudainement un nouveau détail dans le cas des mystérieuses disparitions dans les forêts près de Holmsveden. Ce jour-là, l'ornithologue et bénévole Birgitta Holm fit sa tournée habituelle dans les forêts locales et nota des observations dans son journal de terrain. Quand elle révisa ses notes le soir, son regard tomba sur une note étrange qu'elle avait faite presque automatiquement en chemin. Vers 11 heures du matin, fut remarqué un vieil homme de petite taille qui guidait une petite silhouette vers le terrain marécageux. Cette observation attira immédiatement l'attention des enquêteurs. Le groupe d'enquête se rendit d'urgence chez Birgitta pour clarifier tous les détails. Pendant la conversation avec les enquêteurs, Birgitta décrivit en détail ce qui s'était passé et montra son journal. À côté de la note textuelle, il y avait aussi un petit mais clair croquis. Sur le papier était représentée la silhouette d'un inconnu, caché sous un large coupe-vent avec une capuche qui couvrait complètement le visage. Une attention particulière fut portée aux jambes. De grandes bottes massives d'environ pointure 43. La taille des chaussures rendit immédiatement les enquêteurs méfiants. Une empreinte similaire avait été découverte de nombreuses années auparavant, en l'an 2023, dans le Jordkelar. Immédiatement fut organisée une inspection du sentier forestier où Birgitta avait vu les silhouettes. La recherche fut fructueuse. Environ 300 mètres de la route principale fut trouvée au sol une petite pipe en argile, évidemment ancienne, avec un motif caractéristique et une forme qui était répandue au milieu des années 70. Une telle pipe était sur la liste des objets qui avaient disparu avec Elsa Karlsdotter en l'année 1993. Ce fut le premier indice direct reliant les cas de disparition de différentes années.
Les enquêteurs posèrent immédiatement à Birgitta la question évidente. Aurait-elle pu confondre l'inconnu avec l'un des employés de la patrouille forestière ou les gardes forestiers locaux qui inspectaient régulièrement la zone? La réponse de Birgitta fut claire et confiante. Les gardes forestiers portaient toujours des vestes de couleurs et de formes complètement différentes. Et de plus, elle avait spécialement demandé à l'administration du parc la veille. Ce jour-là, aucune tournée n'avait lieu. Cela excluait clairement la version avec les travailleurs forestiers officiels et confirmait la présence d'une personne étrangère inconnue dans la forêt. Basée sur la description des bottes et de l'apparence, la police commença à vérifier les résidents dont le mode de vie suggérait des séjours fréquents en forêt. Rapidement, ils tombèrent sur le charbonnier Lars Rautiainen, qui vivait à la périphérie de Holmsveden et était régulièrement dans les forêts pour brûler du charbon de bois à vendre. Lars correspondait parfaitement à la description. De petite taille, portait souvent une vieille veste à capuche et des bottes lourdes. Son mode de vie et son caractère renfermé éveillèrent des soupçons supplémentaires chez la police. Avec l'autorisation du tribunal local, la police effectua une perquisition dans la maison de Lars. Toutes les pièces, la remise et le terrain autour de la maison furent soigneusement fouillés, mais aucune preuve directe ne fut trouvée. Lars lui-même confirma calmement qu'il avait effectivement possédé de telles bottes, mais insista sur le fait qu'il les avait déjà vendues en 1998 à un chasseur local qui avait un besoin urgent de chaussures solides pour la forêt. Au début, cette information semblait douteuse, mais quelques heures plus tard, les documents d'un magasin de commission locale confirmèrent les paroles de Lars. Les bottes décrites par Birgitta avaient effectivement été vendues il y a 7 ans, en 1998. La fausse piste vers le charbonnier Lars Rautiainen fut provisoirement marquée comme telle. Le même soir, l'équipe d'enquête reçut les enregistrements d'inventaire archivés du magasin qui confirmèrent que le charbonnier avait effectivement vendu les chaussures. Cependant, pour une raison quelconque, le nom de l'acheteur manquait dans les enregistrements. À sa place, il n'y avait qu'une brève note du vendeur. Acheteur, entreprise forestière. Ce fut un tournant extrêmement inattendu qui dirigea les enquêtes dans une direction complètement différente. Maintenant, les enquêteurs faisaient face à la question de savoir qui exactement parmi les employés de l'entreprise forestière aurait pu acquérir les bottes avec cette taille caractéristique et cette coupe, et dans quel but. L'enquête décida de fouiller les documents d'archives des années 70 et de vérifier en détail chaque employé de l'entreprise forestière qui avait ne serait-ce qu'une connexion avec ces lieux. Les employés examinèrent soigneusement les journaux de travail, les dossiers du personnel et leurs mouvements, pour trouver ne serait-ce que le moindre indice qui pourrait mener à une personne qui pourrait être impliquée dans les événements. Entre les mains de la police se trouvait le croquis de Birgitta, un vieux sifflet d'enfant, des bottes dont la trace apparaissait dans l'affaire depuis 1978, et surtout, le sentiment qu'il s'approchait, pour la première fois, de la réponse à la question de qui se cachait derrière le mystère des cas de disparition qui avaient là troublé les habitants de Holmsveden pendant des décennies. L'histoire commença graduellement à prendre forme, bien qu'elle fût encore loin de la clarté complète. Les prochaines étapes devaient clarifier qui exactement se cachait derrière la figure du mystérieux inconnu qui se dissimulait derrière une capuche et de lourdes bottes de forêt et apparaissait encore et encore dans cette histoire. Le 12 août 2010, l'équipe d'enquête retourna à nouveau chez Lars Rautiainen, le charbonnier de Holmsveden qui était resté tout le temps en marge des enquêtes. La raison fut la découverte d'une étrange collection dans sa vieille cabane abandonnée. Le long des murs de la pièce étaient donc soigneusement alignés des dizaines de crânes de cerfs avec d'énormes bois. Une telle collection semblait troublante, surtout compte tenu des moments de suspicion antérieurs et des circonstances des cas de disparition précédents. Il fut décidé de vérifier Rautiainen encore une fois, aussi minutieusement que possible. Les policiers effectuèrent une nouvelle perquisition de la cabane de Lars, en portant une attention particulière aux détails. Ici, ils trouvèrent plusieurs cordes enroulées qui ressemblaient à celles qui avaient été trouvées précédemment. Cependant, l'enquête signala immédiatement les différences. Les nœuds étaient tous différents et le diamètre des cordes était exactement de 8 mm.
très différent de celui du Jordkellar. La police vérifia également soigneusement les enregistrements personnels de Lars et ses échantillons d'écriture. L'expertise graphologique fut claire. Le journal trouvé près du Jordkellar avec la phrase sur les fantômes de la forêt n'avait pas été écrit par Lars. Les écritures ne correspondaient même pas de loin. Cela renforça encore les doutes des enquêteurs, bien que cela n'élimina pas complètement les moments de suspicion. La prochaine étape importante fut une analyse ADN. Lars accepta calmement de donner un échantillon, sans offrir de résistance. Après 3 jours, les résultats éliminèrent complètement les moments de suspicion contre lui. Son profil génétique ne correspondait à aucun des échantillons précédemment collectés sur les scènes de crime. La police prit note de ce fait et se concentra temporairement sur d'autres pistes. Les enquêteurs se demandèrent: la coupe de la corde trouvée correspond-elle au couteau confisqué chez Lars? Un examen médico-légal effectué sur place révéla que la coupe était très différente. Le charbonnier utilisait un couteau spécifique, légèrement émoussé pour travailler le bois, qui laissait des marques dentées caractéristiques. La corde du Jordkellar, en revanche, était coupée proprement et droite, comme si elle avait été coupée avec un couteau de forêt professionnel et bien entretenu. Cette différence était évidente et suffisamment convaincante pour exclure Lars également dans cette ligne d'enquête. Mais au moment le plus inattendu, les enquêteurs découvrirent, dans un trou de terre sur la propriété de Lars, quelque chose d'étrange. Un petit bouton d'enfant très rouillé, avec un motif inhabituel. Pendant un moment, cette découverte causa de l'excitation parmi les policiers. Mais bientôt, le laboratoire médico-légal livra la conclusion que le bouton avait été fabriqué déjà dans les années 50, bien avant les premiers cas de disparition à Holmsveden. Les experts supposèrent qu'il aurait pu arriver là complètement par hasard, il y a de nombreuses années avec de la terre ou des déchets. La fausse piste du bouton fut fermée. Toutes les informations recueillies sur Lars Rotienen confirmèrent qu'il était une personne inhabituelle qui vivait en dehors de la société et préférait la solitude en forêt, mais qui n'était en aucune façon connecté au cas de disparition. Le statut de Lars fut officiellement fermé, mais le soir du même jour, l'enquête fit un bond important en avant. Un enquêteur de la police de Holmsveden reçut des archives de l'administration forestière des documents avec une liste d'employés qui, en 1976, avaient reçu des chaînes de tronçonneuses de marque Husqvarna. Cette liste comprenait exactement 12 noms. Pour la première fois en de nombreuses années, il y avait une possibilité réelle de traquer celui qui avait utilisé la chaîne découverte en 2023 dans le Jordkellar. Les documents furent immédiatement transmis à l'équipe d'analyse qui commença à vérifier chacun des 12 gardes forestiers pour des correspondances concernant le lieu de résidence et la proximité possible de la cabane abandonnée qui joua un rôle dans les cas de 1978 et 1993. À ce moment, l'enquête sentit comment le cercle des suspects devenait pour la première fois vraiment étroit et concret. Les enquêteurs décidèrent d'examiner en détail toutes les adresses des 12 gardes forestiers sur la liste et de reconstruire leurs mouvements dans les années 70 et 80 le plus précisément possible. La police voulait demander de vieilles cartes, des journaux de travail, des témoignages de collègues et de voisins pour exclure ou confirmer la participation de chacun. Le focus des enquêtes se déplaça maintenant complètement vers les employés de l'administration forestière, parmi lesquels se cachait possiblement celui qui était resté inaperçu pendant des décennies, mais avait toujours été proche. Chaque nom sur la liste fut maintenant vérifié avec la plus grande précision, et l'enquête reconnut que sous ces 12 noms se cachait une personne qui avait tenu en haleine une petite région de Suède pendant presque un demi-siècle. Il ne manquait littéralement qu'un pas vers la solution. Le 4 juillet 2015 se produisit près de Holmsveden une autre disparition. Cette fois, disparut Maja Hansen, une exploratrice de 12 ans qui campait avec un groupe d'une région voisine. Dès les premières heures des enquêtes, les enquêteurs comprirent que le chef des explorateurs, Åsa Björklund, essayait évidemment de cacher certains détails. Il évitait les réponses directes, était nerveux, se perdait, mais admit finalement. Le groupe s'était écarté du chemin officiel approuvé et avait dévié dans la forêt vers une aventure secrète.
De telles routes non officielles étaient strictement interdites dans la région à cause du manque de couverture de téléphonie mobile. Cette confession fut le premier pas vers la révélation d'un détail important que l'enquête n'avait pas considéré auparavant. Pendant l'interrogatoire d'un des explorateurs, le garçon de 12 ans, Père Holm, un nouveau détail émergea. Le garçon se souvenait que peu avant la disparition de Maja, près de leur point d'arrêt, était apparu un étrange inconnu. Il décrivit un homme âgé dans un parc à verre, avec une posture légèrement voûtée, qui se tenait au bord de la forêt et les appelait pour qu'ils viennent vers lui. Père se souvenait clairement que l'inconnu, avec un fort accent caractéristique du sud de Norrbotten, avait dit « Venez, je vais vous montrer comment nourrir les élans ». Cette phrase rendit immédiatement les enquêteurs méfiants. Elle était déjà apparue auparavant dans des témoignages d'autres cas de disparition. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. Quelqu'un répétait à nouveau la même méthode pour attirer les autres. La suspicion émergea que cette personne pourrait être l'un des chasseurs locaux. Cependant, après avoir vérifié cette variante, il s'avéra qu'aucun chasseur travaillant dans la région n'avait jamais parlé avec un tel accent. De plus, aucun des employés locaux de la réserve n'effectuait de ronde de contrôle ce jour-là et ne pouvait pas avoir été vu près du groupe d'explorateurs. Ainsi, la version du chasseur fut pratiquement exclue immédiatement. Cela signifiait qu'une personne étrangère, inconnue des habitants locaux, s'était approchée du groupe de scouts. Pendant ce temps, la police se concentra sur la personne du chef de groupe, Åsa Björklund. La question fut soulevée de savoir pourquoi il avait sorti le groupe de scouts de la zone sans couverture mobile sans informer aucun des services locaux. Certains policiers soupçonnèrent immédiatement qu'un tel comportement ne pouvait pas être accidentel. Le chef pourrait avoir eu des motifs personnels ou même être lié à la disparition de Maja. Cependant, Åsa s'avéra être un pédagogue expérimenté, bien connu dans la communauté locale et sans passé criminel. Après une vérification minutieuse de sa réputation et de son histoire personnelle, l'enquête conclut que son action n'avait été qu'une erreur stupide. Il fut provisoirement rayé de la liste des suspects et l'enquête revint à l'examen d'autres directions. L'indice important suivant apparut complètement inattendu lorsque le groupe d'enquête obtint l'accès aux matériaux d'archives de Naturvårdsverket, l'agence suédoise de protection de l'environnement. Parmi les nombreux documents fut découvert un rapport sur un garde forestier qui avait travaillé dans ce secteur déjà à la fin des années 70. Dans le rapport était noté un détail important. Le garde forestier venait de la région du sud de Norrbotten et parlait un dialecte caractéristique qui correspondait à la description de Père Holm. Cette découverte changea tout le cours des enquêtes. Pour la première fois, il y avait un lien clair entre une personne des archives anciennes et les cas actuels de disparition. Quelqu'un utilisait la même phrase d'appât de nourrir les élans comme il y a presque 40 ans. Il devint maintenant clair que ce garde forestier n'était pas une figure accidentelle, mais celui que la police avait cherché toutes ces années. Maintenant, l'enquête faisait face à la tâche de vérifier toutes les informations sur ce garde forestier des documents d'archives aussi rapidement et en détail que possible. Il fallait déterminer s'il était encore vivant, où il se trouvait maintenant et s'il avait une quelconque relation avec les cas de disparition des dernières décennies. L'enquête passa à la phase suivante. Le recoupement des données d'archives, la liste des 12 gardes forestiers qui avaient reçu des chênes Husqvarna en 1976 et l'identité de cet homme mystérieux dont le dialecte caractéristique et l'étrange phrase se répétendo pendant plusieurs décennies dans les forêts de Holmsvedon. Il était évident que la police s'était beaucoup rapprochée de l'éclaircissement de l'un des secrets les plus sombres de l'histoire de cette région. Le 13 mai 2023, 2 jours après l'ouverture du Hjortkellar dans les forêts de Holmsvedon, les enquêteurs découvrirent un nouvel endroit qui pourrait donner des réponses aux questions qui tourmentaient tous depuis des décennies. À 300 mètres du site principal de découverte, dans une section marécageuse du massif forestier, fut trouvée une ancienne fosse à goudron envahie par la végétation. Les premières excavations apportèrent immédiatement une découverte terrible. Au fond de la fosse gisaient 18 molaires humaines. Cette découverte signifiait que le nombre de victimes confirmées avait drastiquement augmenté. Les experts commencèrent immédiatement l'examen des restes.
L'état des dents permit aux experts, malgré le long séjour dans la couche de tourbe, d'extraire avec succès des échantillons d'ADN. Les tests de laboratoire confirmèrent sans équivoque l'appartenance des dents à des personnes qui avaient été officiellement signalées comme disparues entre 1999 et 2012. Ce fut un ajout important au dossier de cas déjà existant. Lors des excavations ultérieures, les techniciens judiciaires trouvèrent un autre objet qui attira immédiatement l'attention des enquêteurs. Profondément dans la tourbe fut découvert un petit coussinet de cuivre très oxydé d'une corde de bateau. Un détail caractéristique, typique des bateaux de l'entreprise forestière des années 1940. À première vue, le détail semblait trop vieux pour être connecté aux événements des dernières décennies, mais les enquêteurs décidèrent de vérifier minutieusement son origine compte tenu des découvertes précédentes. La question se posa de quelle relation avait le vieux coussinet de cuivre avec les crimes des dernières années. Après consultation avec des experts, il fut connu qu'exactement de telles pièces étaient utilisées par les gardes forestiers pour leurs bateaux de travail, destinés au transport de troncs flottants sur les rivières et ruisseaux. De tels coussinets étaient extrêmement robustes, durables, et pouvaient tout rester en état fonctionnel pendant des décennies après l'installation. Ainsi, la découverte confirma une connexion directe du perpétrateur des cas de disparition avec la sylviculture et indiqua clairement un employé de l'entreprise forestière ou un garde forestier. Ce fut une preuve claire qui confirma les soupçons qui avaient surgi précédemment. Parallèlement à la ligne principale d'enquête, surgit une version inhabituelle proposée par un historien amateur local. Il soupçonna que de telles découvertes pourraient faire partie d'un ancien rituel sami lié à des pratiques chamaniques locales. La version sonnait inhabituelle et même exotique. C'est pourquoi l'enquête fut obligée de s'adresser à un ethnologue professionnel de l'université d'Uppsala. Celui-ci réfuta rapidement et de manière argumentée l'hypothèse d'une origine chamanique des découvertes et souligna que les pratiques et rituels décrits ne correspondaient absolument pas aux traditions et à la culture sami. La fausse piste du chaman fut officiellement fermée. Cependant, la découverte la plus importante de ce jour était encore à venir. Après que la police ait vérifié le numéro d'inventaire du coussinet de cuivre trouvé dans les archives anciennes de l'administration forestière locale, elle obtint la confirmation décisive. Ce numéro correspondait complètement au bateau qui, en l'année lointaine 1975, avait été officiellement assigné au garde forestier nommé Stig Eklund. Le nom Eklund était déjà apparu dans les documents d'archives parmi les 12 gardes forestiers qui avaient reçu les chênes Husqvarna en 1976, qui avaient été trouvés précédemment dans le Jord Kellare. Mais maintenant, la nouvelle preuve, le détail de cuivre du bateau, mena définitivement les enquêtes vers une personne concrète dont le nom était resté pendant des années seulement une note sur papier. La phase suivante des enquêtes était inévitable. La police demanda immédiatement toutes les informations disponibles sur la localisation actuelle et les circonstances de vie de Stig Eklund. L'interrogatoire de cette personne devint une nécessité absolue et une priorité pour confirmer ou exclure définitivement sa participation dans la série de cas de disparition qui avaient tourmenté la région pendant presque un demi-siècle. Il devint clair que la police était plus proche que jamais de résoudre le cas qui était considéré comme insoluble. Le nom Stig Eklund résonnait maintenant dans les bureaux des enquêteurs, était noté dans les rapports et documents, mais il fut décidé de ne pas se précipiter avec les conclusions. Seule une conversation personnelle avec lui pourrait faire la lumière sur le mystère qui entourait les forêts de Holmsveden depuis les années 1970. Pour la première fois depuis longtemps, il y avait dans l'affaire la figure d'un suspect concret, et la police sentit pour la première fois que la vérité était enfin à seulement un pas de l'éclaircissement. Le 14 mai 2023, le groupe d'enquête arriva dans une maison de retraite à Gällivare, située dans l'extrême nord de la Suède. Leur objectif principal était Stig Eklund, un ancien garde forestier dont le nom s'était fait entendre de plus en plus fréquemment dans les bureaux de police ces derniers jours. Malgré son âge avancé de 83 ans, Eklund restait un homme vigoureux qui regardait droit et avec confiance, comme s'il attendait des invités. Personne du personnel ne remarqua d'inquiétude chez lui, mais les enquêteurs sentirent immédiatement la tension. Pendant la fouille de la chambre d'Eklund, les policiers firent une découverte importante.
Sous une pile de vieux journaux et magazines, ils découvrirent un atlas usé du parc national de Holmsveden. Sur les pages, le vieil homme avait marqué avec un stylo les dates des cas de disparition qui correspondaient aux données d'archives de la police. Les marques étaient faites soigneusement, presque méthodiquement, avec la précision typique d'un garde forestier. Cette découverte devint la première preuve sérieuse contre Eklund. Le même jour, les enquêteurs interrogèrent un ancien collègue d'Eklund, qui confirma, dans le livre de service pour l'année 1976, était noté qu'une seule personne avait reçu la chaîne pour la tronçonneuse de marque Husqvarna, Stig Eklund lui-même. Ainsi, la chaîne trouvée dans le Jordkelar fut définitivement attribuée à une personne concrète. Un autre témoignage important furent dans les paroles du voisin d'Eklund dans la maison de retraite, Karl Svensson. Il se souvenait qu'Eklund avait parlé plusieurs fois avec des invités qui venaient au foyer, souvent de jeunes gens, et mentionnait un certain endroit à Élan. Le voisin n'y avait pas accordé d'importance et pensait qu'il s'agissait de souvenirs d'autrefois. Maintenant, cela sonnait complètement différemment. La question légitime se posait. Stig Eklund, un homme âgé, pourrait-il être physiquement capable de transporter les personnes disparues ? La vérification des données d'archives confirma qu'Eklund avait travaillé comme bûcheron des années 1970 aux années 90. Sa condition physique était excellente, ce que confirmèrent les collègues et les dossiers médicaux personnels de cette époque. Cela signifiait que le transport de personnes et d'objets en ces années lui était parfaitement faisable. Au cours des conversations avec le personnel de la maison de retraite, quelqu'un exprima des doutes et expliqua qu'Eklund, ces dernières années, n'avait pratiquement pas quitté sa chambre, ce qui semblait exclure sa participation aux événements récents. Les enquêteurs prirent cette information au sérieux et commencèrent à vérifier les journaux et les horaires de service des infirmières qui visitaient régulièrement Eklund. Cependant, une vérification détaillée révéla le contraire. Dans les horaires de service des infirmières étaient notées des périodes pendant lesquelles Eklund était absent la nuit, parfois pendant plusieurs heures d'affilée, généralement jusqu'à 1h du matin. Ces périodes ne furent pas expliquées par le personnel et la version de son immobilité complète fut officiellement fermée. Ainsi, la police confirma définitivement qu'Eklund, ces dernières années, pouvait effectivement se déplacer librement la nuit. La découverte la plus significative de la journée fut une trouvaille criminalistique du Jordkelar à Holmsveden, sur un rivet métallique de la porte de la cave, que la police avait envoyé pour analyse ultérieure, furent trouvées des traces fraîches d'épithélium de peau humaine. L'examen génétique fournit rapidement un résultat. C'était un échantillon d'ADN d'Eklund lui-même. Le fait qu'il y ait de l'épithélium frais signifiait que le vieux garde forestier avait récemment visité le Jordkelar, qui se trouvait à 1,5 km de distance de la cabane, où un homme mystérieux avait été remarqué à plusieurs reprises auparavant. La distance de la cabane au Jordkelar était exactement d'1,4 km et pouvait être parcourue à pied en 20 minutes. Cette preuve devint la confirmation décisive que Stig Eklund était directement lié au mystère de la cave de la forêt et au cas de disparition qui tourmentait Holmsveden depuis des décennies. Sur la base de toutes les preuves rassemblées, le goujon de cuivre du bateau, la chaîne de tronçonneuse, les marquages dans l'atlas et maintenant la preuve irréfutable sous forme d'ADN sur la porte du Jordkelar, la police prit la décision finale de porter des accusations contre Stig Eklund. Les enquêteurs commencèrent immédiatement à préparer les documents pour l'arrestation officielle et le début de la procédure judiciaire. Il devint évident que l'histoire de nombreuses années, accompagnée d'incertitudes et de rumeurs, approchait de sa solution finale et logique. Le nom d'Eklund était maintenant clairement et officiellement lié à chaque disparition, à chaque découverte. Et personne dans la police ne doutait plus que l'élucidation de l'affaire était une question des prochains jours. Après presque un demi-siècle de silence et de doute, il était temps de connaître la vérité.